Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous de bonne heure. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Le soleil va un peu tourner, donc n'hésitez pas à faire un petit jeu de chaises musicales pour vous mettre à l'ombre au fur et à mesure qu'on parle. On va peut-être faire un peu pareil, nous aussi. Merci d'être là pour cette deuxième discussion de ce week-end consacrée donc aux techniques et à quelles techniques pour réparer le monde. Je vois qu'une partie d'entre vous n'était pas là pour la leçon inaugurale, donc je rappelle en deux mots que hier, on a commencé à discuter avec l'historien François Jarige de ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait impliquer, ce que ça pouvait ouvrir comme perspective de penser à la technique et à la place de la technique dans notre monde. Et cette table ronde de ce matin, elle va s'intéresser à un élément qu'on a évoqué hier, qui est l'idée du solutionnisme technique au solutionnisme technologique. Et on va plonger avec nos deux invités au cœur du technosolutionnisme, pour reprendre ce titre. L'idée un peu, c'est de se dire que on vit dans un moment où il y a beaucoup de discussions autour de la technique, beaucoup de promesses avec tout un tas de problèmes que l'on va régler un peu miraculeusement grâce à l'intelligence artificielle, dont on ne sait pas forcément très bien ce que c'est quand on l'entend dans ces discours. Et là, on prend le moment pendant 1 heure et demie de mettre en pause tous ces discours qu'on entend pour interroger ce que veulent nous dire ces promesses, ce qu'elles trahissent en creux, et là où il y a des apories, des problèmes dans la réflexion, qu'on va déplier avec nos deux invités. Donc à notre droite, Agnès Crépet, bonjour. Bonjour. Tu es membre du Mouton Numérique notamment, ça fait 20 ans que tu travailles comme développeuse, et tu travailles plus précisément pour une entreprise qui s'appelle Fairphone, que peut-être que certaines d'entre vous connaissent, que tu présenteras tout à l'heure plus en détail, notamment pour déplier la manière dont on peut chercher des solutions matérielles aussi du côté de ces questionnements techniques, technologiques. À ma droite directement, Olivier Tesquet, bonjour. Bonjour. Toi, tu es journaliste pour Télérama, tu suis les questions techniques, technologiques depuis une quinzaine d'années à peu près dans ce journal. Et tu avais écrit il y a quelques années À la trace, chez Premier Parallèle, en 2020, qui est un livre qui s'intéressait à tout ce business de la surveillance. Et c'est quelque chose qu'on voit revenir très fort aujourd'hui, parce que dans ton deuxième livre, Apocalypse Nerds, comment les technofascistes ont pris le pouvoir, que tu as écrit avec Nastasia Djadji en 2025, là, on s'intéresse beaucoup plus à toutes ces personnes, beaucoup les Américains, qui nous vendent ces technologies et pour essayer de comprendre leur imaginaire. Donc ça, c'est un petit peu le point aussi qu'on va essayer de déplier aujourd'hui. C'est qui sont-ils, que proposent-ils et quel est le monde qu'ils essaient de nous vendre. Avant de se lancer là-dedans, il faut qu'on fasse ce premier point de définition sur ce que c'est le solutionnisme technologique. Et là, peut-être qu'on peut commencer avec toi, Agnès, pour avoir cette idée de qu'est-ce que ça veut dire? Tu parlais tout à l'heure de traduire un certain nombre de problèmes sociaux en réponses techniques. Comment est-ce que ça se manifeste dans les endroits où tu peux le voir s'opérer? Ouais. Alors juste aussi un petit background. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Et donc il y a 25 ans que je suis sortie de l'école aujourd'hui, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on baigne dans des milieux comme ça, on apprend en formation initiale, dans ces écoles d'ingénieurs, à problématiser n'importe quel problème sociétal, question autour de la santé, d'éducation, à travers la technique. Donc, s'il y a un problème dans certains hôpitaux, on va nous amener à essayer de penser cette problématique sous l'angle de la technique. Et une fois qu'on a traduit, une fois qu'on a travaillé ce mécanisme de traduction du problème en problème technique, du coup, la solution technique est plus facilement compréhensible, en fait. Le technosolutionnisme, pour moi, il démarre par là. Et j'ai été quand même bien baignée quand j'étais plus jeune à l'école, quoi. Quand on nous présentait n'importe quelle solution comme étant résolvable par la technique. Voilà. Pour moi, c'est ça, le technosolutionnisme. C'est cette approche qui consiste à dire que tout va être... tout n'est pas si grave et on va y arriver parce qu'on est tous des ingénieurs incroyables. Et ça, c'est pas vrai. Donc, on ne peut pas tout résoudre grâce à une belle innovation. Mais ça m'a pris du temps quand même pour penser différemment, on va dire, de m'acculturer un peu de ce truc-là. Il y a un autre travers à ça aussi, c'est que quand dans cette approche, on va dire, de mécanisme de traduction d'un problème social en problème technique, il y a la question de se dire qu'on va attaquer les effets et pas les causes. Donc, on a un problème sur le climat, et ben on va attaquer les effets du changement climatique et absolument jamais les causes du changement climatique. Donc, évidemment qu'on politise jamais la question.
on ne va pas amener cette problématique dans le domaine social, dans le domaine démocratique, et on va juste s'attaquer aux conséquences du problème, comment arriver à résoudre certains effets du problème, et jamais attaquer les causes. Donc voilà, pour moi, cette approche-là, elle est très forte, elle est très présente dans tous ces milieux de l'enseignement, par exemple en école d'ingénieur. Et pour arriver à acculturer les gens qui sortent de ce truc-là, bah, c'est pas si simple. Voilà. Et toi, Olivier, tu as vu aussi évoluer un petit peu cette idée ou cet ensemble de discours. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, il y a ce livre de Evgeny Morozov qui s'appelait Pour tout résoudre, cliquez ici, qui nous disait déjà, bon, voilà, on va trouver une application pour résoudre vos problèmes, etc. Dans une perspective, tu nous disais, de bien commun et d'œuvrer pour le bien. Et ça, c'est un peu en train de changer, tu as l'impression. Oui, parce qu'on avait encore à cette époque-là, quand Morozov réactivant d'ailleurs quand même un peu la technocritique aussi à ce moment-là, parce qu'il était très critique hein, évidemment de ce phénomène. C'était, vous savez, l'époque où on disait il y a une app pour ça, quoi. C'est-à-dire pour n'importe quel problème dans le monde social, il y avait forcément à avoir une solution technologique, mais vendue effectivement, proposée par des acteurs industriels qui se présentaient encore. Alors, est-ce que c'était sincère ou pas sincère, c'est une autre question. Si on relit ça rétrospectivement, peut-être qu'il ne l'était pas beaucoup. Mais voilà, œuvrer quand même, ou prétendait œuvrer pour le bien commun, notamment les grandes entreprises de la Silicon Valley, etc. Et en fait, ce qu'on voit, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils ont abandonné cette idée de délibération. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui autour de ce solutionnisme, c'est plus d'essayer d'obtenir un consensus autour d'une question technique, c'est de réussir précisément à contourner cette délibération. C'est-à-dire qu'on est face à des gens dont la conviction profonde est que le problème à résoudre aujourd'hui, c'est la friction de la démocratie. C'est-à-dire que le problème social qu'on évoquait, ou la question sociale qu'on évoquait, c'est comment neutraliser tous ces espaces. François l'évoquait un peu hier en conclusion ou vers la fin de sa présentation, c'est que aujourd'hui on voit que tous ces corps intermédiaires, tous ces lieux où précisément on essayait d'introduire de la friction, de la discussion, de la délibération, du désaccord, du consensus, enfin, voilà ce qui fait la politique. Tous ces espaces-là sont les endroits qu'ils essayent de détruire. Et en fait, on arrive dans une situation aujourd'hui où le technosolutionnisme finit par décrire des problèmes qui n'en sont pas, ou qui n'en sont pas pour l'immense majorité d'entre nous. Je vais vous prendre un exemple là dans l'actualité très récente qui peut sembler assez éloigné, mais qui traduit, je pense, assez bien cette espèce de glissement. Vous avez peut-être vu là ces derniers jours, il y avait les Enhanced Games, ces jeux, je mets des guillemets, hein, Amélioré. jeux améliorés de dopés en fait, hein, où donc des athlètes ont suivi des protocoles pour ensuite essayer de battre des records. Alors c'était sur quelques disciplines, il y avait la natation, l'haltérophilie, je crois qu'il y avait un troisième, et la course. Voilà, c'était ça. Il y avait à peu près 3 épreuves, une cinquantaine d'athlètes triés sur le volet, qui se sont entraînés dans les Émirats pour ensuite concourir à Las Vegas. Donc déjà, tout ça n'est pas complètement inscrit dans le monde Là, social. Pas beaucoup de solutions, mais beaucoup de problèmes Voilà, déjà. dans un espace assez clos quand même. Et en fait, pourquoi je dis que c'est du technosolutionnisme, c'est parce qu'il s'agit ici de résoudre un problème qui est le fait que on vieillit et on meurt. Et le corps s'abîme et se détériore. Et en fait, on est face à des gens, notamment les milliardaires de la tech, qui ont largement financé cet événement. Et cet événement n'étant finalement qu'une vitrine, une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour vendre ensuite des médicaments sur un marché qu'ils essaient de créer ou de consolider, qui est un marché de la longévité, où il s'agirait de repousser, de vaincre la mort. Et donc les Peter Thiel, les Donald Trump Jr., d'autres entrepreneurs qui financent comme ça ce type d'événement sont quelque part des technosolutionnistes de 2026. C'est juste que c'est un peu les seuls, eux, à penser que la mort n'est pas une fatalité biologique, mais une idéologie à combattre. Et au final, Nicolas, tu disais que ça n'avait pas si bien marché que ça. C'est même en se dopant comme des malades, ils ont pas réussi. Ils se sont fait battre à plat de couture par des gens qui faisaient semblant de se doper pour certaines énorme. disciplines.
Ouais, pas tous, mais trois athlètes ont gagné par rapport aux autres sur certaines épreuves alors qu'ils n'étaient pas du tout dopés. Pour le petit mot de la fin. Euh, Peut-être qu'on peut juste prolonger un tout petit peu, parce que là ce qu'on va faire, c'est donc essayer de détricoter un certain nombre de ces grandes promesses. Et en ce moment, ce qu'on voit arriver aussi, c'est qu'il y a une sorte de capture de ces grandes prédictions d'un risque pour l'humanité de l'IA, etc. Parce que si on faisait advenir une intelligence artificielle trop puissante, alors elle viendrait peut-être à tous nous éliminer. Et ça, c'est le discours qui nous est beaucoup vendu. Ça, c'est ce que vous remarquez tous les deux par les personnes qui développent cette intelligence artificielle. Donc là, on peut se demander s'il y a un problème ou non. Comment est-ce qu'on navigue sur cette ligne de crête en portant un discours sans adhérer à une partie de leur communication marketing, en fait? Pour qui? Oui, parce que c'est vrai que sur l'IA, aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où on a des industriels qui voilà, sont de fervents défenseurs de l'IA, puisque là c'est quasiment c'est le stade suprême du solutionnisme, puisque on va même pas résoudre une question sociale en particulier, on va résoudre le problème de la société, quoi. C'est le médicament, le traitement qui va tout arranger, qui va relancer comme ça une trajectoire absolument exponentielle du progrès technologique. D'ailleurs, quand Peter Thiel, on reviendra peut-être sur lui, fait sa fameuse conférence, enfin son cycle de conférences, sa conférence itinérante sur l'Antéchrist. Ça semble un peu délirant dit comme ça, mais voilà. Peter Thiel, tu peux nous rappeler qui c'est? Alors Peter Thiel, c'est un personnage très intéressant parce que c'est à la fois l'une des figures un peu clés de la Silicon Valley, dans la mesure où ça a été le cofondateur de PayPal, le premier investisseur extérieur dans Facebook. Il a cofondé cette entreprise qui s'appelle Palantir, qui est là aussi, je pense, un très bon exemple de solutionnisme technologique très, 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 très contemporain, qui a été aussi l'un des grands artisans de ce rapprochement entre la tech américaine et l'administration Trump, déjà parce qu'il a soutenu Trump en 2016, c'était à peu près le seul, et ensuite parce qu'en 2024, il lui a offert son vice-président sous la forme de J.D. Vance, qui est un produit manufacturé de Peter Thiel, puisque ça a été le salarié de Thiel dans l'un de ses fonds d'investissement, avant d'être financé, en fait, au moment où il était candidat pour les élections de mi-mandat, d'être financé directement par Peter Thiel, qui, en plus de ça, se rêve une stature d'intellectuel, c'est-à-dire se revendique de l'influence de René Girard, de Carl Schmitt. Il se revendique plus de Girard publiquement, mais en fait il est plus schmittien quand même, hein, on va pas se mentir, sur la distinction ami-ennemi, etc. Et Peter Thiel, donc pourquoi j'ai fait ce détour par Peter Thiel, c'était pour revenir sur... j'ai perdu le fil. J'ai dit, C'est moi qui c'est le t'ai- problème, qui c'est le t'ai- problème. Tu m'as fait ouvrir un tiroir et, L'AGI. et si on parlait, voilà, on parlait de l'AG. Oui, c'est ça. C'était en fait pendant sa fameuse conférence sur l'Antéchrist, qu'il a quand même réussi à imposer comme un thème de discussion, enfin, voilà, acceptable, normal, tout à fait logique, hein, de discuter de l'Antéchrist dans des démocraties sécularisées en 2026. Et ben en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut relancer le progrès technologique, et donc quiconque s'opposerait à l'IA, quiconque tenterait de réguler l'IA, serait considéré à ses yeux comme l'Antéchrist. Et donc on se retrouve face à des gens qui, à la fois, sont dans une volonté comme ça de se libérer de toutes les entraves réglementaires, législatives, ou tout ce qu'on veut, ou juridiques, et éthiques aussi, pour développer ce type d'outils, et qui, de l'autre main, vont être parfois les mêmes qui nous alertent contre les risques existentiels de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on voit, je sais pas, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines maintenant, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a vu un cocktail Molotov atterrir sur la porte de sa maison, de son garage à San Francisco. Cocktail Molotov lancé par un jeune homme qui avait lu un auteur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky, qui, dans un bouquin, préconise de bombarder les data centers. Yudkowsky, c'est un personnage intéressant parce que on pourrait se dire, bon voilà, c'est espèce de Andreas Malm de l'IA qui veut saboter les data centers. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que Yudkowsky, il vient d'un milieu qu'on appelle les rationalistes. Et en fait, il a traîné ses guêtres à peu près exactement dans les mêmes milieux financiers et intellectuels que les industriels de l'IA qu'il prétend combattre.
Donc on pourrait peut-être se dire même que le cocktail Molotov qu'a reçu Sam Altman, c'est un peu un retour à l'envoyeur, parce que tout ça baigne dans un environnement qui espèce de bouillon de culture, comme ça, de petits pédiluves de gens qui viennent à peu près du même endroit. Et en fait, je pense que ce discours des doomers, comme on dit, de l'IA, donc les catastrophistes de l'IA qui pensent qu'on va avoir une intelligence artificielle dite générale qui va dépasser les capacités du cerveau humain, qui va devenir plus puissante que nous, qui va nous reléguer dans les oubliettes de l'humanité. Et en fait, nous massacrer parce qu'on ne sait pas gérer la planète. En fait, c'est un enjeu, et c'est un vrai enjeu, notamment à gauche, parce qu'on voit des responsables politiques, y compris des responsables politiques de gauche, qui sont sensibles à des degrés divers à ce type de discours apocalyptique. Je voyais une conférence récemment de Bernie Sanders aux États-Unis, où il était accompagné d'un type qui s'appelle Max Tegmark, qui dirige le Future of Life Institute, qui est un organisme, là aussi, très axé sur les risques existentiels, le futur à un horizon très très lointain, qui a été longtemps financé par Elon Musk et qui maintenant l'est par d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément des alliés. Hein, je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et en fait, cette question des doomers, qui, à mon sens, ne sont pas précisément des alliés, c'est parce que ça place une borne temporelle très très loin, où on se dit qu'en fait, cette question aujourd'hui de l'IA générale fait que la question sur l'IA, ce serait la question de l'alignement. C'est-à-dire comment s'assurer qu'il y ait un alignement de telle manière que l'IA n'atteigne pas ce fameux seuil au-delà duquel elle deviendrait autonome, hors de contrôle, etc. Et en fait, ça agit comme de manière extrêmement perverse, parce qu'une fois qu'on a dit que la question, c'était la question de l'alignement, on a posé l'inéluctabilité de cette trajectoire. Les choses ne peuvent pas se passer autrement, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de placer quelques obstacles sur la route pour essayer de ralentir cette espèce de scénario inéluctable. Et donc, se concentrer sur ce type de scénario catastrophiste, c'est éliminer matériellement et mécaniquement de la table la possibilité de l'arrêt, par exemple. La possibilité de dire, en fait, la question, c'est pas la question de l'alignement, la question, c'est on en veut ou on n'en veut pas. Et donc, ça fabrique déjà, pour reprendre cet horrible mot qui s'est vraiment banalisé depuis quelques années, c'est comme ça qu'on crée de l'acceptabilité, qui est l'autre nom de l'inéluctabilité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut se méfier beaucoup de ces discours catastrophistes sur l'IA et sur les risques existentiels, qui se désintéressent beaucoup des problèmes du présent, en fait. Le présent ne les intéresse pas beaucoup, hein, les patrons de la tech, qui sont quand même très hypnotisés par le futur, et le futur très lointain, et le futur qui ne les concerne que, finalement. Alors qu'en plus, dans le présent, justement, il y a un intérêt à avoir une démarche assez pragmatique, assez terre-à-terre, en regardant ce qui se déploie dès aujourd'hui. Ça, c'est ce que tu fais beaucoup, Agnès, à différents niveaux, là où tu interviens. Et ce que tu fais notamment, c'est d'observer comment une partie de ce discours appelle à des réponses du type « Ah, mais si on encadre ça avec des normes éthiques, avec de l'AI safety, et si on voit comment on peut protéger à peu près ce discours en finançant des fondations, etc., on va pouvoir accompagner ce progrès. » Comment est-ce qu'on voit arriver justement une forme de lobbying des big tech aussi dans toutes ces structures qui accompagnent ce développement et qui veulent prendre en charge la meilleure manière de faire quelque chose pour que ce soit au final un tout petit peu moins pire? Ouais, c'est un peu ce que tu disais, Olivier, là, dans la continuation de ce que tu disais, le Future of Life Institute, ce genre de choses, ça va faire ces petits comme l'AI safety, donc essayer de réguler l'IA, d'avoir quelque chose de plus éthique autour de l'IA. Et ça contribue à ce discours fataliste de dire l'IA est tellement énorme qu'elle va nous dépasser que nous, en fait, on va essayer de la contrôler, on va financer des NGO, enfin des ONG, des fondations. Et c'est grâce à ces fondations qu'on va tout contrôler. Donc il y a vraiment ce double enjeu de on promeut des solutions extrêmes autour de l'IA, mais on se réapproprie le discours technique, le discours critique technique de l'IA, et faites-nous confiance, c'est grâce à nous qu'on va réguler l'IA. Il n'y a pas longtemps, l'anecdote, je crois que je racontais dans la préparation de cette table ronde, j'ai une ancienne élève, j'avais enseigné 3 ans dans une école d'ingé, une ancienne élève qui avait bifurqué, donc qui avait arrêté l'ingénierie, etc., pendant quelques années.
et qui est revenue. Je la vois à Saint-Étienne il n'y a pas longtemps, on boit un coup, elle me dit Agnès, bon voilà, je suis un peu revenue dans la tech, mais je suis à Berlin dans les AI safety, c'est trop bien, on promeut les solutions éthiques. Et en fait, je lui ai donné le bouquin Les prophètes de l'IA de Thibaut Prévost, un super journaliste que je vous conseille de lire, où je lui dis mais les AI safety, c'est financé par tous ces gens-là. Et du coup, c'est bien aussi d'en parler aujourd'hui parce que vous pouvez être. Mon père aussi me disait mais non, mais quand même, t'as vu tout ce qu'ils font, c'est bien. Oui, quand vous décortiquez le discours critique de ces organismes-là, il y a vraiment une volonté de réappropriation du contrôle de la critique. Voilà. Et ça, c'est donc vraiment, je vous conseille le bouquin de Thibaut Prévost, Les prophètes de l'IA, qui raconte vraiment très bien ça. Et moi, je l'observe aussi. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles, avec beaucoup de gens de la commission qui régulent AI Act, des trucs autour de la pornographie, contrôle parentaux et tout ça sur les téléphones, bref. Et si je fais la transition sur les lobbyistes, et du coup, donc il y a les stands Google, TikTok et tout ça, bon, ok, au moins c'est clair, mais il y a aussi ces fondations-là qui paraissent neutres, qui ne le sont absolument pas, et qui sont très présentes sur l'influence, quant à l'influence des régulateurs. Et qui vont, alors quand c'est pas le discours de la peur sur l'IA générale, ça va être le discours autour de la sécurité. Genre, faites-nous confiance, c'est nous qui allons mettre en place des choses autour de la sécurité de vos datas. Voilà. Enfin, au final, si vous suivez l'implémentation de ce que ces fondations proposent, il y a quand même une volonté de réappropriation par les monopoles des big tech de la sécurité de vos datas. C'est un peu technique, je ne vais pas trop rentrer dans ces trucs-là, mais vraiment, il y a ce double jeu de on se réapproprie la critique, on met un petit peu d'huile sur le feu en disant que ça craint, vos datas sont à risque, etc. Faites-nous confiance, c'est nous qui allons proposer des solutions, des exigences, des spécifications pour contrôler des choses qui seront mieux pour vous. Et en fait, en pratique, l'implémentation de ces règles-là, elles sont faites par les big tech. L'exemple que je citais ce matin à François Jarige, il y a un truc qui va arriver fin décembre qui paraît bien sur le papier. Ça a été poussé par la Commission européenne et ça va être implémenté dans plein de pays. Ça s'appelle l'EIDAS et en gros, c'est la réglementation de votre digital identity, donc votre identité digitale, France Identité, France Connect, tous ces trucs-là, aux Pays-Bas, Digital ID, bref. Sur le papier, ça pouvait paraître pas mal, genre, OK, on n'est pas obligé d'utiliser Google ou Facebook pour s'authentifier, on va utiliser un service public, voilà, France Identité. Le problème, ou ce genre de truc, il y a 15 solutions aujourd'hui dans différents pays européens, portées par les États. Le problème, en fait, c'est quand vous soulevez le capot de comment c'est fait et quelles règles sont poussées au niveau de la réglementation de ces trucs-là, France Identité et compagnie, les lobbyistes des big tech vont essayer d'appuyer un peu fort sur le risque de sécurité en disant non, mais il faut vraiment un truc super sécurisé. Croyez-nous, ça craint, sinon vos datas seront hackées. Et du coup, ils poussent des réglementations très fortes en disant, typiquement, pour que ça passe, que vous ne soyez pas à risque, il faut que vous ayez ce qu'on appelle un secure element, un élément sécurisé, un bout de chipset, un bout de silicone dans vos ordi ou dans vos téléphones, ultra sécurisé, vos datas, elles sont là, c'est encrypté, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Sauf que ce putain de silicone, il y a 2 monopoles mondiaux qui les font, c'est Apple et Google. Et ce qui est dingue, c'est que la semaine dernière à Bruxelles, etc., on était quelques-unes, des techs alternatives, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, les Fairphone compagnie, à dire, putain, mais ça craint, vous vous rendez compte, il y a ces monopoles, ça plane total. Parce que c'est les gens qui, et je les blâme pas forcément, parce qu'il y a quand même une volonté d'ouverture et tout ça, mais en tout cas, ces gens qui prennent ces lois-là, qui acceptent ces règles, la technique un peu bizarre, parfois, ce n'est pas forcément des gens très techniques, et sous influence de ces lobbyistes, des fondations, et pas forcément d'Apple et de Google. Donc ça rejoint un peu ce truc de circuit, là, de cercle complètement ahurissant, où les dépendances sont importantes à mettre en avant parce que vous vous rendez compte que derrière, c'est les mêmes, quoi. Et je ne suis pas complotiste, mais... Peut-être c'est l'occasion de dire un mot, parce qu'en fait, tout cet écosystème comme ça, d'instituts, de fondations, qui parfois d'ailleurs sont arrimés
à des espaces académiques. Je pense notamment à Oxford. Oxford, ouais, Il y bien a sûr. eu, alors il n'existe plus depuis, mais c'était pas le Future of Life Institute, c'était le Future of Humanity Institute, avec Nick Bostrom notamment. Et en fait, c'est des lieux où ont proliféré ces dernières années tout un tas d'idéologies avec des noms très exotiques, le long-termisme, l'extropianisme, l'altruisme efficace, cette idée que les grandes fortunes vont donner une infime partie de leurs bénéfices pour financer des causes qui vont faire avancer l'humanité, mais qui vont faire avancer l'humanité dans les millions d'années à venir. C'est pas résoudre la faim dans le monde là aujourd'hui ou sauver la planète de la crise climatique. Ça, c'est ringard. Ça, c'est non. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment, je prends souvent l'image c'est l'Arche de Noé des ultra riches dans 2012, le film catastrophe de Roland Emmerich. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, dans les faits, l'altruisme efficace, ça nous a quand même donné plutôt Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, qui aujourd'hui est en prison parce que en fait, l'altruisme efficace était plutôt une pyramide de Ponzi. Mais on a eu cette espèce de prolifération de ces idéologies, dont le point commun, quelle qu'elle soit, alors elles ont été rassemblées sous un acronyme par notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Timnit Gebru, qui est une ancienne de Google, qui aujourd'hui est une chercheuse en IA, mais sur un volet très, très critique. Et Elle s'est fait virer par Google. elle est très intéressante. Elle s'est fait virer par Google, notamment pour tous ses travaux sur les biais. Enfin voilà, bon, quand on est une femme racisée, qu'on travaille là-dessus et qu'on se fait virer de Google, au moins le message est clair. Et l'acronyme qu'elle a forgé, c'est TESCREAL, et donc c'est chaque lettre correspondant à l'un de ces mouvements qui trouvent des racines. En fait, c'est des mutations du transhumanisme. Et donc les mutations du transhumanisme, on revient à cette question du solutionnisme. Le solutionnisme pour résoudre quel problème ? Le problème de l'humanité et le problème de la finitude de l'homme. Et je pense que c'est un peu ce qui caractérise là comme ça un certain nombre des acteurs qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'encore une fois, le problème il y a deux problèmes qui cherchent à résoudre. Il y a à la fois le problème de l'humanité, mais parce qu'ils ont tous quand même un rapport à la condition humaine qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que vous écoutez n'importe quel discours de Sam Altman, je me souviens, il y a eu cette phrase où on lui demandait... Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, alors qui a l'air moins inquiétant sur le papier, mais en fait, quand on regarde notamment les investissements de Sam Altman, qui investit lui aussi dans la longévité, qui est quand même un mec qui pense qu'un jour on va être capable de télécharger son cerveau dans le cloud et qui leur a fait cryogéniser le reste de son corps. Enfin, vraiment, on est dans ce genre de délire, hein, je ne peux pas appeler ça autrement. En fait, le problème quand on est milliardaire, c'est qu'on a tendance à confondre sa faim et la faim. C'est un peu compliqué. Et Sam Altman, quand on lui demandait récemment, on lui faisait remarquer toute l'énergie au sens énergétique que ça demandait pour entraîner un LLM, etc. Et il lui disait oui, mais il faut rendez-vous compte aussi le temps qu'il faut et l'énergie qu'il faut pour éduquer un être humain. Voilà. Chacun appréciera l'analogie, le parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, un enfant vu par Sam Altman n'est qu'un système informatique à optimiser. C'est un peu ça la morale, un peu lent, et peut-être qu'un ordinateur, ce serait plus efficace. Enfin, voilà, on est quand même face à des gens qui ont ce genre d'anthropologie. Au moins, ça laisse dormir la nuit. ChatGPT et compagnie, ça te réveille pas à 2h du matin. Peut-être qu'il a adopté ses propres LLM. Et donc ça, c'est le premier problème qu'il tente de résoudre. Et le deuxième problème aujourd'hui, et c'est là où je pense le rôle de l'IA, notamment qui produit sa propre inéluctabilité de manière anthropique, un peu, sans mauvais jeu de mots sur anthropique, la société, c'est qu'en fait, le problème pour eux à résoudre aujourd'hui, c'est la crise du capitalisme, en fait. C'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui nous promettent monts et merveilles, on va résoudre absolument tous les problèmes de la société, on va relancer une productivité, on va libérer l'humanité. C'est la promesse x10 des réseaux sociaux il y a 10 ou 15 ans. Enfin, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça, on n'en voit pas le début du commencement. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, le principal débouché de ces entreprises de l'IA, c'est quand même l'armée. Voilà, c'est donc la guerre en Iran, ce genre de choses. Par contre, ils ont un débouché financier, c'est-à-dire que vous prenez OpenAI, vous prenez Anthropic, c'est des sociétés qui aujourd'hui sont valorisées à 900-950 milliards de dollars.
des montants délirants, qui vont être introduites en bourse là dans les semaines qui viennent et qui vont peut-être atteindre des capitalisations qui vont dépasser les 1 000 milliards de dollars. Donc on est à un stade de financiarisation complètement délirant. Et donc en fait, ce solutionnisme revigoré, qui a muté, vise aussi à protéger et à préserver ces rentes. Et tout le discours, cet ethic washing autour justement des dangers existentiels de l'IA vise aussi à maximiser, encore une fois, ces valorisations boursières. Et à reculer les régulateurs. Et à reculer les régulateurs. C'est-à-dire que Sam Altman, pendant des années, il disait mais régulez-moi, 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 et à chaque fois, empêchez-moi de faire n'importe quoi. Et à chaque fois qu'il y avait des tentatives de régulation, et pourtant elles n'étaient pas toujours... l'Union européenne, en la matière, sur l'AI Act, donc le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ça a quand même été une série de renoncements, et notamment au nom d'une espèce de réelle politique vis-à-vis de l'administration Trump, où on se dit oh oui, mais si on abdique là-dessus, peut-être qu'on ne pourra pas se faire, on évitera de se faire laminer sur les droits de douane. C'est avoir tout compris à Donald Trump que d'agir de la sorte. Mais donc il y a vraiment je pense cet aspect-là à garder en tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, là, on a beaucoup parlé de l'encyclique du pape Léon XIV, où il parle de l'IA. Alors, d'ailleurs, il y a des choses très intéressantes dans cette encyclique sur désarmer l'IA. Voilà, il y a des passages qui réfutent aussi toute cette espèce d'eschatologie mortifère des Peter Thiel et compagnie. Enfin, c'est une réponse directe, c'est tellement une réponse directe d'ailleurs qu'il cite Tolkien contre eux, parce que Peter Thiel est très, très fan de Tolkien, puisque Palantir notamment, c'est une référence au folklore du Seigneur des Anneaux, et le pape cite Gandalf dans son encyclique, donc je pense que c'est un peu une réponse à ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le pape, il a présenté son encyclique avec à ses côtés le cofondateur Christopher Olah d'Anthropic, qui est une autre de ces entreprises qui aujourd'hui est devenu le principal concurrent d'OpenAI, qui, depuis le début de la guerre en Iran, en mettant en scène son désaccord avec le Pentagone sur l'utilisation de son IA à des fins militaires, voilà, c'est un peu mis face à l'administration Trump dans une posture de refus, alors que bon, il y a encore 6 mois, travailler avec Palantir sur les réseaux classifiés du Pentagone, ça leur posait visiblement pas beaucoup de problèmes. Mais l'effet que ça a, c'est que ce positionnement éthique est un positionnement qui garantit l'accroissement de leur valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce positionnement éthique leur apporte des parts de marché. Et donc, je suis toujours très, très méfiant de tous les discours éthiques sur l'intelligence artificielle pour ces raisons-là. C'est parce qu'ils ne sont jamais décorrélés de ces indices financiers, et qui, encore une fois, c'est pas des indices financiers qui se répercutent sur l'économie réelle, c'est juste des portefeuilles d'actionnaires et des capitalisations fantaisistes. Et Agnès, toi qui vois ça de l'intérieur, justement sur cette question soit éthique, soit du positionnement de certaines entreprises, tu as l'impression que c'est quelque chose dont il faut se méfier par principe. Enfin, l'un des... Ce que vous disiez tous les deux, c'est justement l'idée de réguler moi, mais en même temps je fais ce que je veux, et dès qu'on essaie de me réguler, je vais empêcher cette régulation. Tu vois pas d'entreprise qui vraiment essaye de pousser pour un cadre décent, fonctionnel, limitant? Ouais. Alors, Anthropic, bon, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est une stratégie purement marketing, qui marche d'ailleurs. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours s'intéresser à la gouvernance de ces boîtes. Je dirais pas qu'il faut qu'on ait tout le temps des scopes, mais pourquoi pas. Mais c'est l'inverse des scopes. Il n'y a absolument rien de coopératif dans cette entreprise. Il y a quelques actionnaires, il y a un comité exécutif. Voilà, il n'y a absolument pas dans ces boîtes, il n'y a presque pas de syndicats aussi, quel que soit le pays. Donc il n'y a pas du tout de discours contradictoire en interne. Donc pour moi, tout est du bluff dans ces boîtes-là. Et il y a une vraie stratégie de se réapproprier le contre-discours pour pouvoir justement contrôler les régulateurs. Le marché européen est quand même problématique pour eux, toutes ces big tech-là, parce qu'ils veulent se l'approprier. On est quand même... on a de l'argent, voilà. Il y a eu, je me souviens de discours de Sam Altman qui comparait l'Inde à l'Europe en disant non mais quand même, il faut rester en Europe, il faut arriver à les avoir eux parce qu'ils ont encore un peu plus d'argent que les Indiens. Voilà, donc on est quand même des utilisateurs, utilisatrices qui seraient des consommateurs, consommatrices pour elles et eux. Donc pour moi, je ne crois pas du tout à ça. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est quand on voit
des entreprises, des collectifs qui essayent vraiment d'apporter un discours critique, toujours s'intéresser à la gouvernance de la structure. Est-ce que c'est une boîte à structure coopérative, à structure sociale voilà, Fairphone, on a une boîte sociale, l'équivalent un peu des SCOP en France. Voilà, déjà, quand on a une SCOP, c'est différent. On n'est pas là que pour la profitabilité. Donc, dès que vous êtes dans des organes où la profitabilité est maître, vous avez des bonnes raisons de douter de la sincérité des discours critiques, quoi. C'est l'histoire d'OpenAI. Hein. OpenAI, oui, OpenAI qui au début se vendait, c'était dans le nom, hein, Open déjà, aujourd'hui ça l'est plus beaucoup, et qui se vendait comme une société à but non lucratif. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est une valorisation qui tutoie les 1000 milliards de dollars. Ça l'a été au début et ensuite, justement, ça a été assez rapidement. Quelques mois après, ils ont. Parce que je pense qu'il y a le grand impensé, en fait, y compris d'une bonne partie de nos responsables politiques face à ces acteurs, c'est qu'on s'imagine, en bons libéraux européens, que ces gens-là jouent le jeu de la concurrence libre et non faussée du marché. C'est une erreur de diagnostic colossale. En fait, il suffit de les écouter ou de les lire. Peter Thiel, il a écrit un livre qui s'appelle De 0 à 1, et il l'appelle De 0 à 1 parce que pour lui, c'est une sorte d'éloge des fondateurs, des inventeurs, des génies, parce que pour lui, la valeur ne réside pas dans la capacité de produire un modèle qui passe de 1 à n, c'est-à-dire vous industrialisez de l'existant, mais c'est dans la valeur réside dans le passage de 0 à 1, c'est-à-dire le moment de l'invention. Vous allez avoir une idée qui va vous rendre génial. C'est pour ça que c'est un capital risqueur. Un capital risqueur, c'est quelqu'un qui prend 100 idées, qui mise de l'argent dessus, les précipite contre un mur, il y en a 99 qui s'éclatent contre le mur, et puis la dernière va peut-être le rendre richissime. Et donc en fait, c'est un éloge des monopoles. C'est un éloge des monopoles, et en fait, quand on articule cet éloge des monopoles, et Sam Altman, c'est un disciple de Peter Thiel, il le dit, il doit quelque part ce qu'il est à une personnalité comme Peter Thiel. Alors il ne faut pas trop personnaliser, hein. Là je suis un peu en train de faire de Peter Thiel l'antéchrist peut-être, mais il y a quand même des trajectoires qui éclairent et auxquelles on peut s'accrocher un peu pour y raccrocher des idées et une analyse qui soit une analyse un peu matérialiste. Il y a ça, donc il y a cette volonté d'être des acteurs monopolistiques, et je pense qu'aujourd'hui, OpenAI et Anthropic, ils n'ont pas envie de cohabiter. L'un veut écraser l'autre. D'ailleurs, Sam Altman et Dario Amodei, ils ne sont pas très copains, ils ont travaillé ensemble, mais aujourd'hui, ils ne s'adressent plus la parole parce que c'est une lutte à mort entre deux acteurs industriels. Et donc nous, quand on essayait de faire émerger nos champions européens en disant Cocorico, on va avoir... alors on a loupé le train des réseaux sociaux, mais maintenant, regardez, on a une licorne, on a Mistral. Enfin, vous avez des acteurs monopolistiques valorisés à 1000 milliards de dollars. En fait, c'est un jeu dont les règles sont un peu faussées. Et l'autre aspect, alors là j'en reviens peut-être un peu au champ des idées, nous ce qu'on appelle le technofascisme, qui quelque part à la fois, on va dire, la coalescence entre d'un côté des éléments des fascismes historiques, donc des volontés espèce de purification du corps social par une espèce de phénomène de régénération, et le fait qu'on est face à une, grosso modo, je simplifie à gros traits, un phénomène contre-révolutionnaire qui s'attaque à la modernité politique avec les outils de la modernité technologique. L'enjeu, quand même, dans une grande histoire du libéralisme, et parce que c'est aussi une mutation du libertarianisme qui est devenu un libertarianisme de plus en plus autoritaire, donc cette idée qu'il ne faut pas seulement protéger l'individu et ses intérêts, c'est qu'il faut protéger le marché de la démocratie. C'est ça le fond du problème. Donc on en revient à la question de la régulation. Quand il s'agit de protéger le marché de la démocratie, et donc le protéger de la délibération, de la friction, enfin tout ce qu'on se dit depuis hier sur le fait comment on arrive à retrouver une prise sur cette espèce de sphère lisse où on a l'impression qu'il n'existe à la fois pas d'aspérité et pas d'endroit ou discuter de ça. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je reviens sur l'encyclique du pape, mais pourquoi elle est aussi commentée, l'encyclique du pape? C'est parce que finalement, il dit des choses que les responsables politiques ont arrêté de dire depuis bien longtemps. Quand tout son passage sur désarmer l'IA, etc., moi, j'aimerais bien que des responsables politiques disent ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait constituer une base programmatique assez saine
pas très compliqué, hein, je veux dire, c'est entendable par tout le monde. C'est quand même pas les mots sont simples, l'objectif politique, stratégique me semble assez évident aussi, mais on est prisonnier de cette espèce de course effrénée à la valorisation pour encore une fois jouer ce jeu de la course monopolistique par des acteurs qui en plus, au bout du compte, et c'est là où encore une fois nos responsables politiques se tirent une balle dans le pied, c'est des acteurs qui travaillent activement au contournement et à l'érosion et à la disparition des institutions. Peter Thiel, il décline sur tous les tons depuis 15 ans ou 20 ans que la démocratie et la liberté ne sont plus compatibles. Voilà, Avec le capitalisme, enfin, que la voilà, démocratie serait un frein pour le capitalisme. Et ce qu'on voit, c'est justement quand on essaye de retrouver des prises, et là, si on en vient un peu à tout cet aspect de qu'est-ce qu'on fait face à ça, comment est-ce qu'on propose des alternatives, c'est pas toujours évident. Et Agnès, quelque chose que l'entreprise Fairphone reconnaît, Fairphone en très bref, mais tu le rappelleras peut-être, c'est une entreprise qui développe des téléphones en essayant d'avoir quelque chose de plus durable, plus sourcé, plus éthique, qui ne repose pas sur de l'esclavage moderne. Eux-mêmes nous disent, bon, bah, on essaye de faire ça, enfin, vous nous dites, on essaye de faire ça, mais on ne sait pas d'où proviennent certains matériaux, etc. Donc on est dans un environnement où faire émerger des alternatives un tout petit peu plus éthiques à ces valorisations boursières délirantes semble presque de l'ordre de l'irréalisable. Oui, puis surtout quand on est honnête, du coup, on est plus crédible vis-à-vis de, de ces gens-là qui, eux, vont pas hésiter à mentir et à avoir un discours complètement faux, en fait. Donc nous, quand on dit chez Fairphone, bah oui, donc Fairphone, c'est une PME, une centaine de personnes, donc c'est quand même une petite boîte. On dit tout le temps, bah oui, on n'est pas parfait sur 60 métaux dans un téléphone. Pour le moment, on n'est que sur 25 métaux. On essaye de faire les choses différemment, etc. Donc il y en a encore plein sur lesquels on ne touche pas. Donc oui, dans votre téléphone, vous avez encore des métaux pourris, quoi, voilà. Bah forcément, quand on dit des trucs comme ça, à côté, vous avez des discours complètement évangélistes en disant « Ah non, mais nous, on a vraiment plein de métaux recyclés dans le téléphone. On sait très bien qu'il y a plein de choses qui ne se recyclent pas dans le téléphone. Le néodyme, certaines terres rares, vous avez jamais... Enfin, vous aurez peut-être dans 30 ans des possibilités d'utiliser du néodyme recyclé, mais c'est très compliqué. » Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui mentent aussi dans ce milieu-là. Donc quand on essaye d'être un peu honnête, bah, c'est compliqué. Et je comprends aussi, hein, faire la différence entre du Fairphone, moi je crois à ce que je fais, hein, donc un peu authentique et tout ça, et le greenwashing, bah, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on reste quand même un truc où ça vend des téléphones, quoi. Donc c'est pas évident, mais moi j'y crois beaucoup. J'ai mis longtemps à me dire tiens, j'ai envie en tant qu'ingénieur de bosser pour un truc un peu différent. Déjà le truc de se dire bah, on essaie de regarder qui sont les gens qui fabriquent ces téléphones. Aujourd'hui, la fabrication dans l'électronique, c'est très néocolonial. Donc vous avez l'extractivisme s'appuie sur de la main d'œuvre qui est loin de chez nous, qui voilà, il y a bien souvent en Asie, Afrique ou Amérique du Sud. Donc on ne voit pas ces conditions de travail-là et ça nous arrange bien en fait. Il y a plein de gens qui sont bien contents de pas voir ce qui se passe dans les mines au Congo. Et d'avoir déjà cette approche de dire eh ben, si, il se passe ça, de pousser cette prise de conscience-là, bah, pour moi je pense que c'est essentiel et ça participe au fait de se dire qu'on aura peut-être une consommation un peu moins effrénée. Bah, déjà d'avoir cette attitude-là, c'est pas évident en fait de l'expliquer et d'expliquer que bah, pour arriver à résoudre les choses, on n'est pas parfait. Il n'y a pas longtemps, il y a un journaliste de Libé qui me disait mais vous bossez avec des gamins dans les mines? Bah oui, on bosse avec des gamins dans les mines en fait. Si vous voulez, enfin, je vais pas vous faire un topo là-dessus, mais si jamais vous vous arrêtez pas au checkbox quoi, en disant ah bah oui mais moi j'ai un partenaire très propre en Afrique qui a des mines propres, etc. Si jamais vous acceptez ce discours, bah, ça veut dire que vous participez au mensonge. En fait, il n'y a pas de mine propre. Et pour arriver à faire changer les choses, il faut aller bosser avec les familles. Donc, il faut couper des intermédiaires, bosser avec les familles de mineurs, accepter qu'à un moment donné, bah oui, vous bossez avec les familles, donc avec des gamins dans les mines. Et en supprimant les intermédiaires, en payant ces gens mieux, c'est comme ça que les gamins sortiront des mines. Et donc, à un temps donné, oui, vous acceptez de bosser avec les familles, donc les gamins. Je fais court, hein. Je pourrais parler une heure de ça. En fait, tu n'es pas en train de nous dire que c'est bien, mais non. que tout le monde fait ça et que les autres mentent sur le fait qu'ils ne le feraient pas. Exactement, et qu'il faut passer par là pour arriver à casser un peu ces chaînes de valeur, ces chaînes d'intermédiaires, où un peu comme à l'époque purement coloniale, les intermédiaires se font plein d'argent et au final, la personne qui mine, qui extrait les métaux, n'a rien, quoi. Donc voilà, nous on dénonce ça, mais c'est pas forcément évident d'expliquer cette démarche. Où il faut du temps. Bah, là, on a du temps, on peut parler et tout ça, mais quand on est sur des médias ou quand on fait de l'explication sur des brochures, des sites web, etc., c'est vraiment pas évident de se démarquer là-dessus.
Mais j'y crois, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres gens qui font ça. Il y a des coopératives comme Common qui font de la location de matériel aussi, en expliquant aux gens, achetez pas, louez votre matériel, nous on s'occupe de l'entretenir. Voilà, donc il y a plein de moyens. En étant dedans, effectivement, je vois quand même des choses qui se passent qui sont plutôt cool, quoi. Enfin, ça n'existait pas il y a 15 ans, donc ça c'est bien. Mais c'est vraiment pas évident de se démarquer. Et quand on essaye de se démarquer, donc il y a cette problématique de se faire entendre et d'expliquer ce qu'on fait, ce qui n'est pas évident, quand on est honnête. Mais il y a aussi le fait de faire face au monopole, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est 100, donc on n'aura jamais l'argent tout de suite de fabriquer des processeurs. Donc le truc principal, là, la pièce de silicium qu'il y a dans votre téléphone et qui régit un peu tout, le cerveau du téléphone, si je peux dire. Bon, ce truc-là, il nous faudrait des milliers d'ingénieurs pour pouvoir faire des trucs à nous. Donc, on deal avec les monopoles du marché. Il y en a 2 ou 3, Mediatek, Qualcomm, tout ça. Et c'est vraiment pas évident de faire changer ces gens-là pour qu'on ait moins d'obsolescence, pour que ça dure 10 ans, comme les machines à laver, etc. Donc, faut vraiment... Et on est petit, on n'a pas un volume de 500 millions de téléphones vendus par an. Il y a à peu près 1,3 milliard de téléphones qui sont vendus chaque année. Hein. Voilà, donc, et Fairphone, c'est une goutte d'eau là-dedans. Donc voilà, quand on n'a pas de volume, forcément, ces gens-là nous écoutent moins. Quand on dit, mais pourquoi vous ne faites pas un processeur qui va durer 10 ans parce que eux, leur intérêt, c'est aussi de vendre des processeurs nouveaux chaque année, aux fabricants de téléphones qui vont vendre des téléphones nouveaux chaque année. Donc voilà, de l'intérieur, c'est pas évident à faire bouger, mais on pense que c'est aussi un moyen d'action intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les lobbyistes en action, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'avantage d'être un fabricant de téléphone, au niveau européen notamment, c'est qu'on est invité, qu'on a le même poids qu'un autre. Donc moi, sur l'indice de réparabilité européen, français, etc., j'avais la même chaise, un site, comment on dit, Invitation. Une invitation au même titre qu'Apple, et ce qui était rigolo, ou que Google, peu importe, pour définir ces indices-là. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un téléphone durable, qu'un ordinateur durable, etc. On devait définir ensemble les critères. Donc vous imaginez bien que les critères d'Apple ne sont pas les critères de Fairphone. Mais ce qui était rigolo, c'est que la règle, c'était quand même un homme, une femme, une voix. Et que littéralement, moi, je faisais ça en plus du boulot. Donc, moi, je fais du code, quoi. Hein, donc, bon, je faisais ça pas à l'arrache, je dirais. J'essayais d'y mettre du temps, mais quand même avec mes limites. Et que le gars d'Apple, il avait 20 consultants derrière lui, littéralement dans le call. C'était en plein Covid, je me souviens. Et il y avait le gars d'Apple avec ses 20 consultants derrière qui prenaient des notes et qui dégainaient du rapport quand il fallait, quoi, justifier le fait de pousser un truc qui n'était pas du tout dans le sens de la réparabilité. Et cette espèce d'inégalité dans le rapport de force, justement, dans ces sphères de négociation dont tu dis qu'en plus on essaie de les contourner, c'est aussi ce qui explique un peu pourquoi vous alertez tous les deux sur l'idée que par des réponses techniques, simplement techniques, mais un petit peu plus vertueuses, type le logiciel libre, l'open source, etc., on pourrait résoudre tous ces problèmes. C'est quoi le point à avoir en tête là-dessus? Parce que justement, on pourrait se dire, il y a des alternatives, on va faire un Facebook français ou souverain, et donc ça ira. Et vous nous dites, non, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus compliqué. Donc, moi, je fais de l'open source depuis très longtemps. Tu peux nous rappeler ce que c'est l'open source? L'open source, c'est le fait de faire de l'informatique, des lignes de code que vous allez publier. Donc, vous n'allez pas garder pour vous, qui ne seront pas propriétaires de votre entreprise ou de vous-même, mais que vous allez donner au monde. Donc, il y a un truc assez chouette. Hein, voilà. Mais derrière, il y a plein de... Ça ne veut pas dire que ce que vous allez faire en open source est intéressant. Il y a plein... Google a fait Android. Android est en grande partie open source. Ça n'en fait pas un produit clean pour autant. Le milieu des libristes est aussi très compliqué. Moi, je disais tout à l'heure, hier dans la voiture, quand on est venu ici, je disais, oui, moi, ça fait 20 ans que je code sous un pseudonyme, parce que quand on est une meuf dans la tech et qu'on code sur le noyau Linux, c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de misogynie, il y a plein de masculins. Voilà. Donc, le milieu libriste... Libristes qui font le logiciel ceux qui font libre. le logiciel libre, celles et ceux qui font le logiciel libre, c'est un monde très compliqué, qui a aussi ses rapports de domination, et ça reste principalement des gars blancs. Voilà. Et le problème, pour revenir au technosolutionnisme, le sujet de la discussion, c'est que souvent, en fait, dans ces libristes-là, dans ce milieu-là, au-delà du problème de la non-diversité, il y a aussi un fort technosolutionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, du fait qu'on fasse du libre, on va continuer à faire de la technique, en fait. Donc, le problème climatique, etc., le problème dans l'éducation, du moment qu'on va faire du libre, tout va bien se passer. Non, en fait. Moi, la première, que ce soit Fairphone ou le Mouton, ce qu'on défend, c'est déjà la
première question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de cette technique? Potentiellement, c'est bien de ne pas l'avoir. Et si vraiment on en a besoin, ok, on regarde ce qu'on peut faire. Mais le problème de l'approche purement libriste, purement open source, c'est que souvent on squeeze cette première question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc-là? L'autre anecdote que je sais tout à l'heure, c'est que j'ai fait une conférence, une keynote de fermeture pour l'éducation nationale où il y a un gars qui m'invite, un libriste, mais qui est plutôt bien, qui m'invite à parler dans une conférence dont la thématique c'était l'open source dans l'éducation nationale, donc les solutions d'open source dans l'éducation nationale. Je clôture la keynote en disant ça serait peut-être bien en fait de plus du tout faire de technique, d'enlever ces tablettes sous Linux et de payer les profs un peu mieux et de mettre le chauffage. Et là, Hérésie. hérésie. En blanc. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait donc 500 personnes, 500 conseillers du numérique qui voulaient applaudir mais qui n'ont pas osé. À la fin de la conf, il y en a plein qui m'ont chopé dans le couloir en me disant ah merci et tout ça, mais on n'ose pas, parce qu'il y a nos chefs et tout. Bah ouais. En fait, le truc, il est là, c'est qu'il y a quand même plein de... Là, tu parlais des gens du gouvernement, voilà, il y a quand même aussi cette volonté, et c'est bien triste, des personnes qui sont dans les ministères, etc., à pousser ces solutions-là. Et le libre, le problème, c'est qu'ils servent du libre en disant « Non, mais si c'est libre, ça va. » Bah non, en fait, ça va pas. Moi, ces putains de tablettes, je les enlève des classes. Hein, parce que moi, mes gamins, ils sont en école publique. Parfois, les maîtresses sont complètement perdues parce qu'elles ne marchent pas, machin, ces tablettes. Résultat, ces tablettes dans une classe, personne ne les touche. Et elles ont coûté une blinde, quoi. Et l'école galère sur les locaux, il n'y a pas assez d'instituts. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le discours, vous le connaissez autant que moi. Mais c'est abusé. Vous prenez tout cet argent de tablettes, j'en ai rien à foutre qu'elles sont sur Linux, et vous les mettez où vous voulez, et vous récupérez l'argent, et vous investissez pas dans des solutions techniques. Et c'est pour ça que je suis très gênée sur l'open source. Au-delà de mon truc un peu biaisé, où ça me saoule d'avoir tous ces gars qui me font chier depuis longtemps, là. Mais depuis que je suis anonymisée, ça va mieux. Mais au-delà de ça, même si je suis biaisée, ça me fait vraiment... ça m'embête vraiment de toujours utiliser l'open source pour légitimer le technosolutionnisme. Et ça, c'est vraiment pas un discours qu'on entend beaucoup. Et dès qu'on les attaque, l'autre anecdote, tu m'as dit, il faut que tu donnes plein d'anecdotes, donc j'y vais. L'autre anecdote, c'est qu'effectivement, je vais faire un truc il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un an, je sais plus, une conférence très tech où il y avait beaucoup de libristes, le FOSDEM à Bruxelles, pour celles et ceux qui connaissent. J'y vais, donc j'attaque un peu le truc, tac, 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 je mentionne ce genre de truc, quoi, un peu plus cool, on va dire. Et je me suis fait défoncer. Elle est grosse, elle est vieille, machin. Vraiment des trucs. Faut le voir pour y croire, mais parce que vous les sentez, du coup, attaqués dans leur truc, quoi. Et donc, ils servent du peu qu'ils ont. Moi, ça m'a fait marrer, hein. Je l'ai pas, j'étais pas catastrophée. En plus, ça tombe bien que je suis un peu vieille, que ça va mieux avec le temps. Mais c'est abusé. C'est abusé. Et on était face à une planquée de libristes. Voilà. Et dès qu'on attaque ce truc-là et qu'on leur dit ouais, mais ce que vous faites, ça pète de la merde quand même. Enfin, je veux dire, si on se posait la question d'arrêter de faire des logiciels tout court, ça va pas. Et moi, vraiment, en étant de l'intérieur, c'est vraiment ce que j'essaie de pousser. C'est ce qu'on essaie de pousser avec le mouton. Essayer d'arriver à questionner démocratiquement un besoin pour pas que ça devienne un besoin technique forcément. Voilà. Je peux rebondir. Ouais, alors là-dessus, je regardais juste l'heure parce qu'il faudrait pas que je fasse trop long. Ça va, j'ai encore le temps de. J'ouvre un petit tiroir. Non, mais je rejoins tout à fait cet aspect-là. Alors, je pense que chez les libristes, alors pas tous, hein, on va pas faire. N'essentialisons pas les libristes, il y en a des très bien. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, je pense, exactement comme chez les technosolutionnistes, là aussi, qu'ils prétendent combattre, le même effet de, d'ailleurs, je vais peut-être utiliser une expression que je crois avoir entendue un jour dans la bouche de François, de clergé technicien. Voilà, de gens qui s'approprient quand même justement la question de la technique en la soustrayant à toute délibération. Je vais prendre un exemple très concret sur voilà, une technologie et une entreprise, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui pose beaucoup de questions maintenant qui devrait poser questions depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais là, elle est discutée depuis que Trump est revenu au pouvoir, c'est Palantir, qui voilà, aujourd'hui est une entreprise capitalisée à hauteur de 400 milliards de dollars. C'est une boîte qui est plus grosse que Coca-Cola ou Bank of America. Donc c'est vraiment qui est spécialisée dans l'analyse de données. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de Palantir, c'est que vous allez prendre des bases de données hétérogènes et vous allez restituer tout ça dans une espèce de langue universelle, mais qui est une langue propriétaire. C'est la langue de Palantir. Alors pour ça que l'entreprise s'appelle comme ça, parce que dans le folklore du Seigneur des Anneaux, le Palantir, c'est la pierre qui permet de voir partout, tout le temps. Par ailleurs, c'est aussi
va dire, un outil assez dangereux puisqu'il hypnotise un peu celui qui s'en sert, et c'est pas forcément un folklore extrêmement rassurant. Mais bon, partant du principe que Peter Thiel, son espace préféré dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est le Mordor parce que c'est le lieu le plus avancé technologiquement, il y a une forme de logique. Tout ceci est vrai. On découvrira bientôt que Sam Altman, c'est un anagramme de Saruman, C'est possible. le méchant du Seigneur des Anneaux. Et donc, voilà, la fonction de Palantir, c'est ça. C'est une entreprise qui a grandi sur les crises, que ce soit les guerres, le terrorisme, les crises migratoires. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui équipe la DGSI depuis les attentats de 2015, qui équipe l'ICE, la police de l'immigration de Trump, qui équipe des forces de police dans un certain nombre de pays, qui équipe le système de santé britannique contrasigné au moment du Covid, donc là aussi un moment de crise. Et l'effet que ça a, c'est que, en fait, Palantir se rend propriétaire de l'intelligibilité du monde. Le souci, c'est celui-là. Avec une entreprise comme celle-ci, c'est le pouvoir, et a fortiori le pouvoir régalien, abandonne sa capacité à lire le monde à une entreprise privée qui lui facture très très cher et lui vend dans un langage propriétaire, ce qui fait que le jour où il y a un contentieux commercial, comme ça a pu arriver avec la police de New York par exemple, Palantir, ils disent ok, il n'y a pas de problème, nous on repart avec notre formule de calcul, et donc vos décisions, comment vous les avez prises, c'est votre problème. Et j'entends une petite musique monter un peu de la même façon, en se disant oui, mais on va faire une solution souveraine avec du logiciel libre, etc. Enfin, moi je suis désolé, mais Palantir avec du logiciel libre, c'est juste la même merde avec du logiciel libre. En fait, c'est-à-dire qu'on ne questionne plus le principe même de surveiller tout le monde tout le cette temps. ambition de surveiller tout le monde pour voilà, restituer l'intelligibilité du monde de cette manière-là. On se dit juste qu'on va le faire avec des briques technologiques sur lesquelles on aura, soi-disant, un peu plus de capacité à auditer, à regarder, à soulever le capot, etc. etc. Ce qui me semble être une erreur stratégique, alors qui peut être parfois une erreur de bonne foi. Hein. Je veux pas, tous les gens qui vont dire ça ne sont pas d'horribles cyniques qui savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire ou de dire, mais c'est vrai que ça peut pas être la solution à tout. Et la question du logiciel libre, même si elle doit se poser voilà, dans plein d'aspects, il y a plein d'endroits où c'est tout à fait vertueux, mais c'est pas du tout le remède universel. Agnès Crépé, Olivier Tesquet, merci beaucoup pour ces premiers mots.